Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans ce journal de ce mercredi 9 mars, dont voici les titres. Mayotte placée en vigilance orange, forte pluie orage depuis ce matin. De fortes précipitations s'abattent actuellement sur notre département. Une tempête tropicale baptisée Gombé se trouve à un peu plus de 200 km. Des dégâts sont à signaler. Un enfant a perdu la vie en étant emporté par les eaux dans le centre de l'île. On fait le point sur la situation dans un instant. Aux Comores, les recherches opérées depuis une dizaine de jours pour tenter de retrouver l'épave de l'avion d'AB Aviation sont interrompues depuis ce matin. Sur place, à Moélie, différentes conditions ne sont pas remplies pour obtenir des résultats. Le manque de moyens techniques reste à l'origine de l'interruption de ces recherches. Et puis nous serons au lycée de Kahani, théâtre de violence à répétition, et pour tenter d'apaiser les esprits et de trouver des solutions face à ce phénomène, une école ouverte a été organisée la semaine dernière pour permettre à différents élèves d'échanger à travers plusieurs activités. Pour en parler, nous recevons ce soir le proviseur Philippe Marie. Rendez-vous en fin de journal. Les fortes pluies qui touchent Mayotte actuellement ont fait une victime ce mercredi. Un petit garçon de 9 ans a perdu la vie dans la commune de Ouangani. Il a été emporté par les eaux dans un caniveau situé dans le village de Hapanzo. Sur place, Chafantia Libako, Jaidi Maolida. C'est dans cette cavité creusée dans le caniveau que Nassim, 6 ans, a été retrouvé mort ce matin. Il y a achevé sa course après avoir été traîné sur plusieurs centaines de mètres par les eaux pluviales. Je venais d'en bas, je le cherchais dans le caniveau et c'est ici que j'ai vu son pied. Sa tête était dans le trou, je l'ai alors retiré, pris dans mes bras et ramené chez lui. Nassim jouait avec un groupe d'enfants près du domicile familial, sans surveillance. Le drame se serait joué en une fraction de seconde, ne lui laissant aucune chance, son père raconte. Les enfants sortaient de l'école coranique. Ils sont arrivés ici et il pleuvait vraiment beaucoup. Ils jouaient là, dans le caniveau, et mon fils s'est fait emporter par les eaux. Quand mon fils a été traîné dans le caniveau, ses camarades ont alors couru prévenir à la maison que Nassim a été emporté par les eaux. Un incident similaire a eu lieu ici il y a plusieurs années. L'enfant a été retrouvé sain et sauf. Nassim n'a pas eu la même chance. Des habitants pointent du doigt la municipalité. Ce trou fait peur. Que la mairie intervienne et fasse des travaux, car c'est extrêmement dangereux. Il y a beaucoup d'enfants qui traînent par ici et jouent dans les caniveaux. Ce n'est pas juste ce qui se passe. Cela fait des années que ces trous-là existent. La mairie, qui a refusé de s'exprimer dans ce reportage, affirme avoir entamé des travaux de voirie dans la commune. Et depuis ce matin, 9h, Météo France a placé Mayotte en vigilance orange, forte pluie, orage. La tempête tropicale modérée, Gombé, est située ce matin à environ 230 km au sud-est de Mayotte en mer. Des précipitations intenses à caractère orageux se produisent en conséquence sur l'île. Un phénomène qui est susceptible de provoquer localement d'importants désordres. Et c'est d'ailleurs le cas à Sada aujourd'hui avec un éboulement qui a causé le barrage de la route nationale 2. À ce stade, aucune alerte précyclonique n'est déclenchée, mais Gombé génère un risque d'impact sérieux pour le Mozambique entre jeudi et vendredi. Mais les eaux chaudes et la bonne divergence d'altitude pourraient permettre à Gombé d'atteindre le stade de cyclone tropical. Plus de précisions avec Laurent Floch, délégué départemental de Météo France Mayotte. Il répond aux questions d'Ivan Rakotovao. Sa trajectoire va le faire passer la longitude de Mayotte d'ici quelques heures. En soirée, au stade de forte tempête tropicale. Le système va ensuite encore se développer, mais il va s'éloigner de Mayotte, donc pour aller impacter le Mozambique, possiblement dans la soirée de demain. Pour le moment, sur Mayotte, les conséquences sont limitées, et elles resteront limitées. Nous ne serons jamais dans le cœur du système tropical Gombé.
Dans la région aux Comores, 12 jours après le crash de l'avion d'AB Aviation au large de Moélie, les recherches sous-marines se sont interrompues. Les plongeurs civils n'ont pas trouvé l'épave de l'avion. En effet, le manque de moyens techniques ne permet pas de poursuivre les recherches. Le reportage de nos correspondants Faiza Souley Youssouf et Ibrahim Youssouf. Les familles des victimes devront sans doute patienter un petit moment avant de pouvoir offrir une sépulture digne aux passagers du Cessna Caravan d'AB Aviation. Plus de 10 jours après le crash du 26 février, le ministre des Transports reconnaît ne pas avoir les moyens techniques de poursuivre les recherches du fuselage et de ses 13 occupants. Il attend donc l'assistance du BEA français. Nous avons saisi le BEA et que l'accord de principe a été donné depuis. Tout le monde croyait que nous allions pouvoir, avec les moyens que nous avons, avec les plongeurs que nous avons, arriver à l'objectif fixé. Dans un premier temps, c'était bien entendu du secours. Ensuite, c'est les recherches pour l'épave. Donc nos partenaires n'allaient pas intervenir alors que nous n'avions pas encore acté que nous ne sommes pas en mesure d'atteindre l'objectif. Amertume, dépit, colère chez les familles des victimes suite à l'annonce de l'arrêt des recherches. Je trouve que l'incompétence et l'irresponsabilité des autorités en place s'est démontrée sans pour autant savoir aucune nouvelle ni réponse de leur égard envers les familles. Donc nous sommes très désolés, j'espère que ça va bien finir, mais pour nous les familles, nous sommes tellement touchés, très touchés de leur incompétence. Reste à savoir ce que les pouvoirs publics comptent faire du seul corps retrouvé le 3 mars dernier, lequel n'est toujours pas identifié. En outre, de nouvelles mesures concernant les monomoteurs comme les Cessna Caravan sont attendues les prochains jours. Enfin, une commission d'enquête a été instituée. L'enquêteur principal est Jean-Marc Hentz, ancien directeur de l'aviation civile. Retour à Mayotte avec cette signature d'une convention ce matin à l'abattoir. La cérémonie s'est déroulée à la Maison de France, une convention partenariale entre la communauté des communes de Petite-Terre et la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. Désormais, elles seront accueillies en Petite-Terre, une zone de Mayotte où 1600 handicapés sont recensés. On écoute Madi Velou, vice-président du conseil départemental en charge du social, ainsi que Saïd Omar Wali, président de la CC Petite-Terre. Il s'exprime au micro d'Ivan Rakotovao. C'est une première pour nous. Donc, jusqu'à là, on était à Mamoudzou. L'idée maintenant, c'est d'aller vers la population, d'aller dans les territoires pour assurer cette mission de proximité autour des personnes en situation de handicap. Donc ici, le choix de Petite-Terre, parce que vous l'aurez remarqué, pour les personnes en situation de handicap, c'est un peu compliqué de prendre la bâche pour venir jusqu'à Mamoudzou. Le handicap, comme je viens de le dire tout à l'heure, nous sommes tous candidats. Un jour, on ne sait jamais, tout peut arriver. Est-ce qu'il faut fermer les yeux quand on voit tous les jours et quand on entend les chiffres ici en Petite-Terre? C'est impressionnant. Donc nous devons bien sûr faire en sorte que nous puissions donner une certaine dignité, tout simplement la dignité, à ceux qui sont handicapés. Les suites de nos portraits consacrés à la semaine des droits de la femme. Aujourd'hui, nous vous présentons Mounaya, 23 ans. Elle a choisi le monde du bâtiment et des travaux publics comme métier, un milieu réputé très masculin. Elle s'est associée avec son père pour créer la SARL Mounaya Décor, une entreprise spécialisée dans les travaux de seconde œuvre comme la peinture, l'isolation ou encore la décoration intérieure. Shafika Salimkou, Youssouf Ahmed Matoir. Être chef d'entreprise, le rêve d'enfant de Mounaya, aujourd'hui devenu réalité. J'ai fait des études en gestion et en organisation. Donc je me suis dit, je vais prendre mes compétences en gestion et les compétences de mon père dans le BTP. Et c'est là que je me suis dit, je vais ouvrir une entreprise dans le BTP, même si c'est un secteur catégorisé comme étant un secteur d'hommes. Je vais ouvrir mon entreprise dans le BTP et voilà, maintenant tout se passe bien. Dieu merci, tout se passe bien. On a des chantiers, comme vous avez pu le voir, tout se passe bien.
En charge du volet administratif, elle est cependant régulièrement sur le terrain avec son chef de chantier qui n'est autre que son père, une collaboration bien définie. On se donne un programme, donc c'est-à-dire on se retrouve, vu que c'est mon père du coup, on se retrouve à la maison, on fixe le programme pour ce chantier-là, ce jour-là, ou cette semaine on a ce chantier-ci. Donc lui, vu qu'il est surtout sur la main-d'œuvre, la partie opérationnelle, donc moi je suis surtout sur la partie administrative, donc je m'occupe de tout ce qui est envoi de devis, gestion des factures, gestion du compte bancaire, etc. Donc lui, c'est lui qui est sur le chantier. D'ailleurs, il est chef du chantier dans l'entreprise. Donc c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est la main-d'œuvre, contrôler les salariés, contrôler pour que tout se passe bien. Amada Christian voit sa fille évoluer sans difficulté dans ce milieu depuis 2019, une fierté pour lui. Par rapport à ce qu'il a pris à Métropole, donc il a l'habitude de faire présentation. Même il y a des réunions des chantiers, tout ça, il peut venir comme ça sans gêner. Si les débuts ont été compliqués pour Mounaya, à force de travail, de persuasion, elle a fini par s'imposer dans le monde du BTP. Désormais, les clients la prennent au sérieux, seule la qualité de son travail compte. Et la femme mahoraise sera également à la une de votre émission Kalawadala tout à l'heure. On parlera de la place de la femme en politique. Kalatoumi Abdiladi reçoit des femmes anciennement élues ou engagées en politique ou alors investies dans la société. Autour de la table ce soir, Anchia Bamana, Yasmina Aouni, Sofiata Soufou ainsi que Bastua Ali. Kalawadala, c'est à suivre à partir de 20h. Et la politique qui fera également l'actualité de cette fin de semaine avec la visite ministérielle du garde des Sceaux à Mayotte. Une visite de 24 heures. Éric Dupond-Moretti arrive dans le département ce vendredi 11 mars dans l'après-midi. Au programme des rencontres entre autres avec le monde judiciaire ou encore une visite au centre de rétention. Départ prévu le lendemain samedi 12 mars. On parle à présent de prévention de la délinquance dans ce journal. À ce sujet, une école ouverte a été organisée la semaine dernière au sein de l'établissement Gustave Eiffel de Kahani, un lycée qui est régulièrement le théâtre de scènes de violence entre bandes rivales. Et pour l'occasion, les jeunes élèves concernés par la zone se sont retrouvés durant une semaine studieuse, sportive et conviviale. Un moment d'écoute et d'activité ludique qui a su mettre les rivalités de côté dans l'objectif de répandre l'amitié entre les jeunes des villages. Hachim, Saïd Hachim, Fahar Housseni. Kahani ne se résume pas seulement au caillassage, au barrage des routes et à la débauche. Kahani, c'est une jeunesse en quête d'un avenir meilleur. Au lycée de Kahani, cette semaine de vacances apprenantes est une première. On observe des encadrants passionnés. Ils s'occupent des jeunes qui semblent heureux dans leur établissement. Le lycée accueille à la fois des élèves en difficulté sociale et d'autres qui s'en sortent bien. Pour nous, le terminal, ça a été bien vu que le matin, les profs nous aidaient à faire Parcoursup, à faire PIX, à faire beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, à nous aider. Et l'après-midi, on faisait des activités, différentes activités comme le cinéma, les danses traditionnelles. Des moments autres que ceux qu'ils ont l'habitude de voir et des animations pour oublier l'errance et les violences urbaines. On a pris conscience que nous étions dans l'erreur et nous espérons ne plus recommencer pour que nos petits frères ne tombent pas dans la violence. Nos familles étaient régulièrement convoquées par les autorités, certaines au tribunal. On a compris qu'il fallait que cela cesse. On se rend compte que cet environnement dans l'établissement, le fait que ça soit dans l'établissement, il se comporte autrement qu'à l'extérieur. Ils sont même demandeurs, alors qu'à l'extérieur, on ne les voit pas du tout comme ça. Dans ce lycée de Kahani, les jeunes ont surtout trouvé une écoute. Pendant les vacances, là, les gens du lycée nous ont écoutés en fait. On a parlé, on s'exprimait, ils ont dit ce qu'ils avaient à dire, nous on a dit, on s'est compris en fait. Ici, les jeunes expriment leur frustration quotidienne dans le rap.
Avec la musique, on peut vraiment prendre son temps pour ouvrir son cœur et ouvrir son cerveau et le poser sur une feuille, ensuite sur une instrumentale. Et ça permet vraiment de dire un maximum de choses. Du coup, même à travers la musique qu'on a enregistrée là, on voit qu'ils disent beaucoup plus de choses sur la musique que juste face à face lors d'une discussion. J'ai écrit cette chanson pour exprimer ce que je vis au quotidien. J'aimerais que les violences cessent et qu'on aille de l'avant. Cette opération vacances a coûté 13 000 €, entièrement financée par l'Éducation nationale, et les jeunes en redemandent. Et à ce sujet, place à l'entretien de ce 19h. Je reçois justement le proviseur du lycée Gustave Eiffel de Kahani, Philippe Marie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que cette initiative s'est révélée être positive et bénéfique pour les élèves et le lycée ? J'ai envie de dire que le reportage, on est le témoin vivant. C'est une réussite à la fois pour les élèves, ils l'ont exprimé, et aussi pour les personnels. Ça leur a permis ensemble d'établir de nouvelles relations. Et j'ai envie de dire que vivement que ça recommence à la fois pour les élèves. On a vu le bénéfice, ils ont eux-mêmes... se sont eux-mêmes projetés, des violences en moins, c'est exceptionnel. Je suis très satisfait. Le proviseur ne peut être que satisfait. Et d'ailleurs, on se demande, au vu de cette satisfaction, comment ça se fait que ça ne s'est pas fait avant ? Il y a déjà eu par le passé d'autres actions, le BAFA, préparation au BAFA, et ensuite les événements, notamment la crise sanitaire a mis au ralenti pendant plus de 2 années les actions qu'on pouvait faire de type école ouverte. Et donc là, on a profité de relative accalmie sanitaire pour se lancer à nouveau dans cette expérience, et qui est aussi riche autant pour le proviseur, les personnels, que pour les élèves. Et d'ailleurs, vous parlez de richesse. Il était question de limiter à 80 le nombre de participants par jour. Il y en a vu qu'il y en avait plus de 200 chaque jour, toute la semaine d'ailleurs. Oui, ça a commencé un petit peu plus faiblement le lundi, mais il y a eu un effet de diffusion très rapidement parmi la jeunesse, et on était un peu victime de notre succès. Il a fallu pratiquement se limiter, environ une centaine le matin sur des histoires plus scolaires, comme l'a évoqué la jeune lycéenne de terminale. Et puis, après-midi, ce sont des activités dans le cadre de l'école ouverte, des activités culturelles, sociales, mais également citoyennes. Il y avait, je crois que tout le monde était ravi. Alors, on a vu notamment des jeunes de Kahani, notamment, nous dire qu'ils étaient prêts à instaurer la paix, qu'ils veulent la paix. Après, encore faut-il que les jeunes des villages environnants également soient du même avis. Est-ce qu'on a une garantie, ou en tout cas quelque chose qui nous dit qu'à la rentrée, ça se passera bien entre les élèves ? J'ai la faiblesse de penser que ça pourrait le faire, mais je ne peux pas garantir cela. Mais en tout cas, on a la conviction que ce type d'action contribue inévitablement à installer un climat de sérénité par une meilleure connaissance des jeunes entre eux, et puis également une meilleure connaissance avec les adultes qui les voient dans un autre cadre. Donc l'établissement de nouvelles relations peut et doit tendre vers un apaisement des conflits. Et on l'a entendu, cette initiative a été financée à 100% par l'État. Est-ce que la commune, le département vous accompagne dans ce genre d'initiative ? Alors, l'État, l'éducation nationale en particulier, a un certain nombre de dispositifs qui permettent d'accueillir les élèves en hors temps scolaire. Et il arrive que la préfecture nous ait accompagnés sur des actions que nous avons mises en place il y a 2 ans sur l'accueil
des parents au travers d'une école des parents. Donc la préfecture participe également à ce type d'action. Les communes, le département, vous avez des relations pour vous accompagner dans cette lutte contre l'insécurité autour du lycée? Il y a d'autres instances où on peut échanger avec la commune et le département, mais spécifiquement en la matière, nous n'avons pas de subvention pour accompagner, nous aider dans ces zones d'action. Faut-il craindre la rentrée lundi prochain? Je ne le pense pas, il faut être confiant. Comme vous l'avez évoqué au début de reportage, les conditions sont difficiles, mais on a l'intime conviction que de toute manière, nous avons l'obligation d'accompagner ces élèves, et c'est ce que nous ferons sans se défausser, si on peut dire. Et il y a eu beaucoup de travaux de sécurisation qui ont été faits. Les forces de l'ordre sont également très présentes. Donc, j'ai envie de dire que je vois la rentrée sous de bon augure. C'est tout ce que l'on vous souhaite. Merci beaucoup. Philippe Marie, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je vous en prie, merci. Et avant de nous quitter, je vous propose ces images, cette cérémonie de remise de médailles à la mairie de Bandélé. Ils étaient quelques récipiendaires à recevoir leurs médailles, des agents de la mairie récompensés pour leur travail fourni. Les images sont ici signées Jaïdi Maolida. Fin de cette édition, merci de votre fidélité. Dans un instant, la météo, suivie du journal en maoré. L'info revient demain en radio à 5h avec Frahati Souf Saïd. À 7h15 dans un colis, Faïd Souaïli reçoit Henri Masson, le président de la CIMAD. À la mi-journée de 13h avec Sony Chamsidine. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain soir à 19h pour toute l'actualité. Bonne soirée sur La Première.